Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. Nous sommes des militants libertaires, défendant les principes de la démocratie directe, de l'athéisme, du féminisme universaliste ou encore de l'internationalisme. Ces engagements, ces convictions ne sont pas des idéologies, à l'opposé de tous ceux qui, de plus en plus, enferment et galvaudent les idées d'émancipation sociale et individuelle. Nous nous réclamons de l'héritage européen des Lumières et des mouvements ouvriers. Nous nous revendiquons donc de la discussion authentique, de la recherche de la vérité et de l'attention à la réalité. Nous prenons l'intelligence où elle se trouve. Quel que soit leur camp, quel que soit leur grade ou leur éclat, invitant ceux qui nous semblent les faire vivre au risque de l'erreur, de l'errance, de l'échec. Hérétiques, nous ne cherchons pas à fonder une nouvelle église, plutôt à nourrir en chacun le goût et le plaisir de la liberté. François Rastier, Heidegger et sa postérité militante. Deuxième et dernière partie. Si vous ne l'avez pas déjà fait, on vous conseille d'abord d'écouter la première partie où l'on parle de la pensée de Martin Heidegger et de ses héritiers à gauche, notamment les déconstructeurs comme Derrida. Ça nous fait penser à la transformation récente du féminisme, qui était plus sur des bases rationnelles et qui maintenant est partie dans des choses assez ésotériques. On pense à Sandrine Rousseau, entre autres. Oui, alors, il s'agit en fait d'un post-féminisme. Au moment où la théosophie se forme, le courant féministe est bien actif. Mais bon, les suffragettes, etc., c'est grâce à, je veux dire, les Iraniennes ont eu le droit de vote avant les Françaises, n'oublions pas. Et donc, il y a tout un féminisme, mais en même temps, il y a un féminisme ésotérique, c'est-à-dire les cadres de la théosophie sont Madame Blavatsky, Annie Besant et des filles comme ça. Alors, l'idée est non seulement n'est pas tant d'avoir des droits politiques, mais de dire que les femmes sont là à cette époque-là. On est en 1900, dans les années 1900, sont là pour racheter l'impureté des hommes, etc., etc. Parce que les hommes sont trop liés à la matière, tandis que les femmes sont beaucoup plus liées à l'esprit, et donc il y a tout un discours plus que bienveillant, mystique, de rachat. Alors j'ai analysé ça un peu, ce sont des corpus un peu oubliés, mais derrière ça, il y a aussi l'idée qui apparaît d'un lien entre les femmes et la nature. C'est évidemment un stéréotype invariable, mais qui va donner naissance à l'écoféminisme dans une partie du New Age, avec l'invocation à la grande déesse. Il y a une prière que des milliers de sectes ont repris à leur compte, et que des théoriciennes comme Françoise Daubonne ont repris dans les années 60. Et donc, vous avez des manifs avec des trucs, des slogans comme, ou des pancartes plutôt, comme ma planète, ma chatte, sauver les zones humides. Vous voyez, donc, on est dans la métaphore absolue, comme quoi les femmes seraient la nature victime du développement androcentré de la civilisation, ce qu'on appelle l'androcène, parce qu'il y a l'anthropocène, mais les autres rajoutent l'androcène. Donc vous avez un scénario qui se met en place, et qui est un scénario totalement mystique, basé sur des stéréotypes, mais gonflés d'une façon extraordinaire. En quoi les femmes seraient-elles plus près de la nature que les hommes ? Ça veut strictement rien dire. C'est même un des poncifs les plus éculés. Mais bon, les femmes ont droit
ont droit à la culture, je veux dire. Ils ne sont pas dans la nature. Tandis que là, vous avez les... Et donc, les hommes sont un peu des colons des femmes, vous voyez, en même temps. Bon, alors ce courant existe, hein, malgré tout. Je veux dire, ces pancartes, on les voit, elles sont là. Et alors, derrière ça, il y a tout le langage sur Gaïa, la déesse mère. Hein, on voit les leçons sur Gaïa de Latour, la secte Solaris. Bon, enfin, j'ai fait un travail sur Gaïa, il n'est pas paru, mais on la voit partout. Hein, et chez les latino-américains, Gaïa devient la Pachamama, c'est-à-dire la déesse mère, évidemment, qui est déjà là, et elle a un grand succès. C'est-à-dire, quand Latour, dans un colloque de théologie qui s'est tenu en 2020, ou en Allemagne, dit le grand moment, c'est quand le pape François a demandé aux Amérindiens de venir planter un arbre dans les jardins du Vatican. Alors, autour de ça, il y a en arrière-plan, il y a l'encyclique Laudato Si de Francesco. Francesco lui-même est quand même un latino, est quand même un jésuite. Et ils ont vu que la théologie de la libération, dont les cadres sont des heideggeriens, hein, n'oublions pas, Boff et les gens comme ça sont des heideggeriens. Mais ils sont passés par la médiation de prélats heideggeriens. Oui. Et de théologiens heideggeriens, parce que Heidegger, de son temps, a eu un impact dans ces milieux-là, y compris, ne serait-ce que pour fonder l'antirationalité. Et le but du jeu, c'est de transformer la théologie de la libération en théologie de la déesse mère. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et là encore, on voit le caractère anti-marxiste, évidemment, de ce développement. Sachant aussi que les jésuites ont toujours été à la pointe depuis les réductions du Paraguay au XVIIIe siècle pour mixer les croyances locales avec la théologie officielle. Et donc, Latour a fait créer au Collège des Bernardins des chaires d'enseignement qui sont des chaires d'écologie catholique. Hein. Et sauf que dans le même texte, Latour dit il faut se débarrasser des adhérences traditionnelles. Les adhérences traditionnelles, c'est évidemment l'Ancien Testament. Hein. Donc le Nouveau Testament, il va se bâtir non pas autour de l'arbre de la connaissance, mais autour du nouvel arbre qui aura été planté par le nouvel Adam, qui est l'Amérindien, qui viendra planter un arbre dans le jardin du Vatican. Et là, non, mais je ne ris pas parce que tout le néo-animisme qu'on voit chez Descola et chez les héritiers de Latour qui se dépouillent, qui se partagent ces dépouilles, c'est ce qui est en train de monter très vite parce que c'est beaucoup plus sympathique la grande déesse ou la Pachamama. C'est beaucoup plus sympathique que les imprécations de harpies comme Bouteja. Hein. Enfin, je veux dire, c'est consensuel. L'Amérindien, c'est celui qui représente l'humanité, voilà, la vraie humanité. C'est-à-dire, on revient à Rousseau contre Montaigne. C'est pas l'anticolonialisme de Montaigne devient le stéréotype pro-primitif de Rousseau. Rousseau, l'autre, Jean-Jacques. Mais pardonnez-moi, j'ai oublié Sandrine, c'est pas grave. Est-ce que tout ça, ce ne sont pas des mouvements
foncièrement irrationnel, on est d'accord, mais qui en fait qui trouve dans la philosophie ou dans les restes de philosophie heideggerienne un moyen de rationaliser un mouvement qui au fond est un effondrement de la rationalité. Non, il ne s'agit pas de rationaliser quoi que ce soit. Je veux dire, des théoriciens décoloniaux comme Grossfogel, alors bon, ces théoriciens enseignent tous aux États-Unis, mais ça fait rien, ils sont décoloniaux quand même, vont dire que les cultures sont des identités, c'est-à-dire ils reprennent, sont des ontologies. Donc il s'agit de donner un statut ontologique à au territoire de la grande déesse, d'une certaine manière, hein. La déesse mère. Alors, que dire contre la déesse mère? On ne peut pas. Je veux dire, c'est en même temps la vraie agriculture, le vrai... Et donc, il y a plein de... Actuellement, partout dans le bassin amazonien, vous avez des initiations néo-chamaniques. Et ça se paye très cher. Alors, il y a là-dedans, évidemment, les lianes, les lianes visionnaires, enfin, bon, etc. Mais actuellement, à Paris 8, on a ouvert un cours de chamanisme avec une fille qui est initiée par un chaman qu'elle a rencontré d'ailleurs dans un vernissage londonien, et vous aviez non, mais elle a été initiée 3 fois par le petit-fils de Geronimo, qui est lui-même un chaman, par une chamane mongole. Le Monde en a fait une double page. Hein, et donc, c'est une formation à la transe. Hein, c'est payant, hein, mais c'est universitaire quand même. On peut s'inscrire à Paris 8 pour se former à la transe. Et donc le néo-chamanisme, alors on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'autre chose que d'un irrationalisme absolu, hein. Et c'est un courant qui s'est greffé sur le développement personnel. Et si on regarde comment ça se passe, qui sont les femmes de Quanon? Ce sont des femmes qui font du yoga. Il y a beaucoup plus de femmes dans Quanon que dans toutes les autres sectes. Pourquoi? Parce que dans le yoga, il y a le développement personnel, il y a la protection des enfants, évidemment, puis dans Quanon, et il y a aussi la déesse mère, enfin, il y a tout ça. Il y a les valeurs féminines, il s'agit de protéger. La réalité nous est cachée, et donc on va la retrouver. On ne peut pas contredire quelqu'un de Quanon, parce qu'il a la vérité. Donc, ce n'est pas ce que je dis là, hein, sur la vague complotiste qui est en train de détruire les démocraties, s'appuie précisément sur ce type de spiritualité, issue du développement personnel. On retrouve d'ailleurs empowerment, qu'on trouve chez Butler, vient directement des manuels de développement personnel. C'est-à-dire, vous êtes le centre, simplement... Vous êtes distrait par des choses, etc. Et donc, en entrant dans le discours onctueux de votre prof de yoga, vous allez pouvoir accéder au féminin sacré. Et le féminin sacré, c'est évidemment la grande déesse qu'on retrouve par là. Je veux dire, chacune est dépositaire de son féminin sacré. Simplement, elle l'a oublié parce qu'on vit dans une société, etc. Alors, anthropocentré, patriarcal, etc. Le patriarcat étant évidemment seulement blanc, il n'y a pas de patriarcat ailleurs. Il y a un truc où je suis un peu perdu, c'est sur la partie, quand on parle de Quanon, donc c'est des gens qui sont proches de Trump. Oui, oui. On les considère, nous, comme des anti-woke. Donc c'est des mouvements qui devraient être antagonistes. Et là, on a l'impression que vous mélangez les deux. Et on a l'impression que le Trumpisme, c'était une réaction justement à ces mouvements un peu délirants. Mais oui, non, mais pas du tout. Je veux dire, les délires peuvent se renforcer les uns les autres. Je veux dire, entre l'écoféminisme de gauche et le féminin sacré
des yoga moms quanolistes, je veux dire, on va retrouver les mêmes ennemis qui vont être Soros, par exemple, vous voyez. Comme par hasard. Non, mais ils vont être anti-vax. Pourquoi il y a des épidémies de rougeole en Alsace? Parce que c'est bourré d'anthroposophes. Et des choses comme ça. Je veux dire, ça fait partie des dangers publics. Hein. Et ça s'est accéléré, évidemment, avec le Covid. Vous savez que les anthroposophes sont anti-vax. Bon, mais c'est ça fait depuis un siècle qu'ils sont anti-vax. Hein. Mais bon, ça va retrouver les adventistes du 7e jour, enfin d'autres courants qui sont, eux, beaucoup plus proches de Trump et qui sont tout aussi anti-vax. Il n'y a pas... si on se met à raisonner avec des oppositions comme droite et gauche, qui pour eux n'ont aucun sens, n'ont tout simplement aucun sens. Pour des mystiques, c'est au-dessus et en bas qui compte, et encore au-dessus seulement. Droite et gauche sont des catégories parlementaires de régimes dont on n'a rien à foutre, puisque les choses se passent sur tout à fait un autre plan. Je veux dire, on est dans la vision. Le chamanisme, c'est la transe. Ça n'a rien à voir avec une quelconque institution démocratique, que ce soit à droite ou à gauche. D'ailleurs, il y a un slogan indigéniste, proche des partis des indigènes de la République, qui disait « Je ne suis pas à gauche, je ne suis pas à droite, je suis au sud ». Et quand même, il y a une espèce d'ennemi commun qui est l'occidental. Oui. C'était le slogan nazi, ni gauche ni droite en avant, ce qu'on appelait le mouvement, le Bewegung. Oui, on peut aussi admettre aujourd'hui qu'il y a effectivement de moins en moins de différences entre la gauche et la droite, et qu'il y a même des inversions de position. C'est qu'on a l'impression que cette confusion qui existe entre les irrationalistes d'extrême droite et les irrationalistes d'extrême gauche renvoie aussi à une sorte de déshérence de nos sociétés aujourd'hui. De manière générale. Non pas des errances de nos sociétés, mais effondrement de la gauche. D'où vient Tariq Ramadan? C'est les cathos de gauche de la région lyonnaise qui l'ont créé. Je veux dire, c'était un type qui avait fait une thèse à moitié copiée et qui l'a eu par la menace. Bon, c'est pas un secret, hein. Mais rien que le fait que la gauche ait réussi à promouvoir un islamiste, c'est très surprenant. Oui, mais attendez, l'islam devrait être une catégorie de droite. Les livres d'entretien avec Tariq Ramadan, c'est Edwy Prenel et Edgar Morin. Et Alain Grèche. Oui. Bon, donc tout le monde se le disputait. Hein. Cet effondrement, c'est aussi de l'auto-effondrement, bien entendu. Hein. Et notamment parce que, on a eu un Heidegger de gauche, on a eu tout ce qu'il fallait, mais des gens comme Kostas Axelos, qui était un trotskiste, qui est promu Heidegger, etc. Le problème de l'effondrement de la gauche, c'est précisément qu'elle a abandonné les Lumières, la rationalité, etc. Disons ce qui fondait l'idée même d'un espace politique où il puisse y avoir une droite et une gauche. C'est-à-dire le référentiel même a été sapé. Ça veut dire, je veux dire, pour Heidegger, il y a évidemment ni droite ni gauche. D'ailleurs, le nazisme, c'est national-socialisme. Alors, bon, on traduit en français socialisme national parce que c'est pour les traductions de Heidegger, quand il parle de national-socialisme, on traduit socialisme national. Bon, c'est plus convenable, hein, mais en fait, c'est ça. Hein, et cette abolition des oppositions, ça fait partie même du projet de la déconstruction, hein, je le rappelle. Hein, c'est-à-dire, on sort du binarisme, non seulement le binarisme sexuel, mais les oppositions en général. Quand, dans la grammatologie, Derrida commence par dire la différence chez Saussure, l'idée chez Saussure qu'un objet, quel qu'il soit, notamment un objet culturel, doit être
n'existe que par l'ensemble des différences qui le caractérisent par rapport à d'autres. C'est une vision purement comparative de l'essence. Il n'y a pas d'essence, il n'y a que des relations. Ça, c'est fondamental. Hein. C'est dans Cassirer, 1910, Substance et fonctions, etc. C'est lié à l'évolution de la physique et des mathématiques à la fin du... donc, on sort de l'ontologie. Quand ils ont vu le danger, des gens comme Heidegger, c'est très clair. Pourquoi la rencontre de Davos? On a fait un bouquin là-dessus, d'ailleurs, récemment, avec Emmanuel Faye et d'autres collègues, précisément parce qu'il fallait empêcher cela. Non seulement qu'un recteur juif, que Cassirer, qui était juif, qui était le premier recteur juif, et qui proposait une philosophie de la culture précisément anti-ontologique, il fallait éradiquer ça, et ça a réussi. Enfin, temporairement, c'est pour ça que on a fait un programme qui s'intitule La Reconstruction. Vous pouvez visiter le site lareconstruction.fr, et il s'agit de retrouver les références communes depuis 2 siècles qui ont fait évoluer le projet des Lumières. Ça commence à Humboldt, il y a Cassirer, etc. Des gens qui ne sont pas lus, tout simplement. Mais bon, il y a aussi Lévi-Strauss. Enfin, disons, il y a tout le principe d'intelligibilité des sciences de la culture qui fait que les fantasmes sur qui sommes-nous selon Heidegger ou combien sommes-nous selon Derrida n'ont aucune portée. C'est pas du tout la question. Hein. Et alors, on dit, oui, mais attendez, les Lumières, c'est l'universalisme. Pas du tout. Les Lumières, c'est le cosmopolitisme. Pour Kant, cosmopolitisme, c'est la citoyenneté mondiale. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un espace de l'humanité qui est à reconstituer, qui est à constituer explicitement pour l'autonomiser par rapport aux puissances internes ou externes. Et ce n'est pas par hasard qu'on fait des séminaires contre la notion d'autonomie à Paris. Responsable CNRS, etc. etc. Et ce que disait Kant, c'était il faut que l'humanité sorte de son Yupala. Gengelwagen, vous savez, c'est un petit truc dans lequel on met les enfants pour éviter qu'ils tombent. Bon, ben, c'est ça, d'une certaine façon, c'est ça le projet des Lumières. C'est l'autonomie, c'est-à-dire nous allons prendre nos affaires en main, nous n'avons rien à faire de la théologie politique, et plus il y aura de théologie politique, plus on ira dans le mur. Et c'est ce qui est en train de se passer. Parce que c'est évidemment pas en plantant des arbres dans les jardins du Vatican que la crise écologique va se résoudre. Hein, parce qu'en même temps, disons, ils exploitent l'angoisse écologique de la jeunesse pour dire, voilà, il faut aller faire des stages chamaniques en Amazonie. Non, c'est pas du tout ça. D'où l'idée aussi qui est répandue par le... Moi, j'emploie pas le mot wokisme, mais qui est répandue que les sciences et les savoirs, c'est la même chose. Donc, en Nouvelle-Zélande, on étudie les sciences et la spiritualité locale à équivalence. Sauf que la spiritualité locale, elle est créationniste. Donc, ben oui, tout bon mythe, c'est sa fonction. Hein, donc, ce travail de délégitimation de la pensée fait partie des institutions. Quand le directeur du CNRS, réélu, dit « la race et le genre sont les grilles de lecture qui commandent l'analyse du monde », qu'est-ce que ça veut dire que la race soit une grille de lecture? La notion de grille de lecture n'a aucun sens du point de vue épistémologique. Ça veut dire qu'on a des lunettes et qu'on va voir, il suffit de changer de lunettes, les lunettes roses ou les lunettes noires. Vous voyez, bon.
Et deux, c'est quoi la race et le sexe sont les grilles de lecture. Ça veut dire qu'on reprend l'intersectionnalité comme si c'était le cadre de toute pensée. Or, la race n'a aucune consistance d'un point de vue épistémologique, et le sexe non plus. Du moins, dans un féminisme bien compris, on devrait admettre que le point de vue ne dépend ni du sexe ni de la race. C'est la base des Lumières, précisément. C'est-à-dire que c'est le début du livre de Bourbaki sur les mathématiques, tout homme peut comprendre. Donc, la pensée est à tout le monde, la vérité est à tout le monde, attrape qui pourra. C'est tout le principe d'une objectivation. Cette objectivation est complètement indépendante de la personne qui procède à l'objectivation. La science, c'est ce qui échappe aux préjugés des scientifiques. Ce n'est pas ce qui confirme les préjugés des experts. Hein. Est-ce que tout ce que vous décrivez là me fait penser à un retour, à une prémodernité, en fait? Nous sommes en train de revenir à quelque chose d'avant les Lumières, d'avant la rationalité, d'avant la modernité. Mais est-ce que le mouvement de postmodernité n'est pas en train de réinstaller, en fait, une prémodernité? Ah, mais ce sont des antimodernes, tous. Non, mais je veux dire, par définition, si la modernité est un projet d'autonomie politique, de progrès scientifique, n'oublions pas que le vaccin, ça a quand même du sens. Et d'autocritique. Et puis une distance critique, je veux dire, il n'y a pas de connaissance scientifique sans une dimension critique. La même chose d'ailleurs pour la question des arts, puisqu'il y a un effondrement de l'art des constructeurs, comme il y a eu un effondrement de l'art nazi, de l'art soviétique, etc. Pourquoi ? Parce que ça va être un prêchi-prêcha. Il n'y a aucune différence. Il y a un littéralisme absolu. C'est-à-dire l'auteur, l'acteur et le personnage se confondent. Hein. Ce littéralisme, on le voit partout. Donc tel mot veut dire ça. Le « e » veut dire le féminin, etc., etc. Après, c'est un peu la même question formulée d'une autre façon. C'est effectivement, il y a dans la déconstruction de l'Occident, et derrière, donc ça serait le postmoderne, et derrière, ça rejoint des sociétés, par contre, qui elles ne sont jamais déconstruites. Enfin, à l'université, on ne déconstruit pas l'islamisme, par exemple, on déconstruit et c'est des sociétés qui sont qui ne sont pas forcément rentrées dans la modernité, auxquelles on fait référence. On parle de Pachamama, on parlait de Pachamama, ça rejoint un peu ça. C'est-à-dire, on fantasme des sociétés dont on n'a jamais fait le travail de déconstruction, et on continue de déconstruire l'Occident. C'est pour ça qu'il y a une espèce de passage de relais, en fait, entre deux. Oui, mais ni la modernité, ni la démocratie, ni l'idée d'autonomie, ni celle de droits de l'homme ne sont liées à l'Occident. Je veux dire, c'est à tout le monde. Le fait que quelque chose comme la roue ou le feu ait eu un moment de formulation, ou le papier ou le livre, bien entendu, ils ont eu un moment de formulation. La notion d'algorithme a été créée au IXe siècle dans une région de l'Ouzbékistan actuelle qui s'appelle le Khorezm, et d'ailleurs on appelle Al-Khawarizmi, a donné son nom à algorithme. Est-ce que l'algorithme est ouzbek ou est-ce qu'il est californien ? C'est dépourvu de sens. Je veux dire, les sciences n'ont pas d'origine, elles sont à tout le monde. Les techniques n'ont pas d'origine, elles sont à tout le monde. Les droits de l'homme n'ont pas d'origine. Ce n'est pas une invention blanche. Ce serait trop facile de le dire. Alors qu'il y a évidemment des gens pour dire, mais attendez, les Chinois font ça. Le discours chinois est décolonial. En Afrique du moins, tout ça, c'est la démocratie, c'est des trucs de blancs. Et ça marche. Enfin, ça marche auprès des tyrans locaux, bien entendu. Mais c'est présent. Derrière ça, il y a Mbembe, il y a des déconstructeurs aussi qui sont là pour faire entretenir ce genre de propos. Mbembe, Derrida, etc. Et Mbembe a eu des ennuis en Allemagne,
en raison de ses propos antisémites. Donc on revient toujours dans le même... parce que pourquoi antisémites? Parce que les juifs sont partout et nulle part, etc. Donc ils font partie de ce qui horrifie les théories de l'ancrage identitaire. Toujours. Vous parlez donc du site reconstruction que vous avez élaboré, où il est question de reconstruire un socle rationnel. Est-ce que d'abord vous remportez, est-ce que vous avez un certain succès, est-ce que vous avez une certaine audience, et deuxièmement, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi nécessité, à côté d'une reconstruction intellectuelle, d'une reconstruction beaucoup plus large, anthropologique, est-ce que ce dont nous parlons là ne sont uniquement des idées qui circulent, ou est-ce que ce n'est pas aussi la traduction d'un état social et politique très particulier à notre époque? Alors, là, c'est très difficile de vous répondre, mais ce qui est sûr, c'est que beaucoup de gens ne sont tout simplement pas dupes. Ce n'est pas une question de droite ou de gauche. Reconstruction, ça va parler à des gens qui sont des spécialistes de la pensée chinoise médiévale ou à des étudiants tunisiens. Donc, bizarrement, il n'y a eu aucune polémique là-dedans. On a commencé il y a 1 an et demi, il y a 150 personnes qui se sont inscrites. Les séminaires sont suivis. On a fait un truc sur les laryngales. Dans la théorie de Benveniste, il y avait 40 personnes connectées. Je veux dire, c'est petit, ça n'a aucune ambition politique, mais l'idée, c'est d'avoir le mérite d'exister. Au fond, le but, c'est de sortir des polémiques. Je veux dire, il faut rétablir des principes d'objectivité. Et le premier principe d'objectivité, ça va être de faire un atelier de lecture. Finalement, il s'est passé des choses. Je veux dire, c'est quoi les sciences de la culture? Bon, on va me dire c'est un germanisme. Non, oui, c'est un germanisme, d'accord. Mais je veux dire, la connaissance objective, l'effort d'objectivation de ce que c'est que sont les cultures, les institutions, etc., ça fait partie, c'est la grande nouveauté des Lumières. Ça n'existait pas avant. La médecine existait, la grammaire existait, mais pas la linguistique, pas l'anthropologie, pas la sociologie, etc. Donc c'est de ce côté-là qu'il faut aller, parce que il ne peut pas y avoir d'autorégulation politique sans connaissance. On le voit avec les antivax. Donc, le problème, c'est de maintenir l'idée qu'il existe un monde commun, puisque la post-vérité, le transhumanisme, etc., font que les catégories qui organisent le monde, par exemple la division sexuelle, ça fait partie des catégories qui organisent depuis quelques centaines de millions d'années un certain nombre d'espèces. Bon. Mais il y a aussi, je veux dire, du moment qu'on a détruit l'objectivité, ça va être quoi le décompte des voix? Ça va être le Parti socialiste ou ça va être Trump qui sait qu'il a été élu? C'est son vécu. C'est Bolsonaro qui sait qu'il a été élu. C'est son vécu. Et les bolsonaristes y croient aussi. Donc là, à ce moment-là, on est, je veux dire, l'existence d'une réalité commune fait partie des conditions, évidemment, de toute démocratie, de façon à ce qu'on puisse dire, il y a un endroit où il y a une droite et une gauche. Là, il n'y a plus rien. Il n'y a ni droite ni gauche. On en est sûr. Il n'y a plus que des rapports de force, en fait. Oui, il n'y a plus que des rapports de force. C'est précisément ça. Et l'idée, c'est même pas une idée polémique, mais disons, traduit dans le domaine intellectuel, ça veut dire qu'il n'y a pas d'idée qui puisse s'imposer, parce que c'est la théorie de Nietzsche, et même de Schopenhauer qui l'a repris.
qu'il y a un art d'avoir toujours raison, c'est-à-dire que la pensée n'est qu'une heuristique. C'est un combat perpétuel, et donc il s'agit de river le clou aux uns et aux autres. Alors, le problème n'est pas de river le clou à Sandrine Rousseau. Ses propos sont inconsistants. Donc, il vaut mieux lire Humboldt ou Cassirer que de contredire Sandrine, parce que donc il faut passer à une autre étape. Hein. C'est pour ça que le critique du wokisme peut paraître sympathique et nécessaire, mais je veux dire, non seulement ils se moquent complètement d'étayer leurs propos, mais je veux dire, contredire un propos qui n'est pas étayé est une tâche sans fin, hein, et finalement assez ingrate. Donc, on peut analyser une idéologie, on ne peut pas se mettre dedans. Vous voyez, il y a en même temps une stratégie d'englobement et de polarisation de l'espace de discussion qui fait que c'est même pas d'ailleurs un espace de discussion, c'est un espace de polémique. Hein. Vous venez d'entendre la deuxième et dernière partie de l'entretien avec François Rastier, Heidegger et sa postérité militante. Rendez-vous dans 15 jours pour une entrevue avec Daniel Siboni sur l'Occident et sa culpabilité narcissique. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site internet hérétiqueaupluriel.fr. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.